Le président de la délégation spéciale n'est plus tenu d'être fonctionnaire suite à l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi 2014-020 relative aux collectivités territoriales décentralisées par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 002-2024 modifiant certains articles du Code pénal. Une modification significative de ce projet de loi inclut l'introduction de la castration comme nouvelle sanction pour le crime de viol sur mineur. Dans l'actualité internationale, la Corée du Nord a tiré vendredi plusieurs missiles de croisière en direction de la mer Jaune, selon l'armée sud-coréenne, poursuivant ses essais d'armes au moment où le pays affirme intensifier ses préparatifs de guerre. Il s'agit de la troisième série de tirs de missiles de croisière pour la Corée du Nord cette semaine, en pleine escalade des tensions entre Séoul et Pyongyang. Le président de la délégation spéciale n'est plus tenu d'être fonctionnaire suite à l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi 2014-020 relative aux collectivités territoriales décentralisées par l'Assemblée nationale à Timazaz cet après-midi. Le président de la délégation spéciale n'est pas tenu d'être fonctionnaire et peut être un civil, tandis que les deux vice-présidents doivent être des fonctionnaires. Parfois, en tant que citoyens, nous nous demandons comment participer au développement de nos communes, mais nous sommes entravés par le fait de ne pas être fonctionnaires. C'est pourquoi nous avons élargi le profil pour le poste de président de la délégation spéciale, car il y a des citoyens qui aiment leur patrie et veulent contribuer à son développement. Il n'est plus nécessaire d'être fonctionnaire pour occuper ce poste. Selon le SINAD, ou syndicat des administrateurs civils, les dispositions de ce projet de loi peuvent perturber les affaires au sein des collectivités territoriales décentralisées. Le SINAD a également souligné qu'il y a quelque chose d'illogique dans cette affaire. Le président de la délégation spéciale n'est pas obligé d'être fonctionnaire, mais il en va autrement pour les vice-présidents qui le doivent. Cependant, cette situation pose une problématique majeure, car les deux vice-présidents reçoivent des ordres du PDS. Toutes les responsabilités doivent d'abord passer par le PDS, qui délègue ensuite au vice-président. S'il ne confie pas de responsabilité à ses vice-présidents, il n'y a aucune loi qui l'y oblige. Le PDS peut ne pas être fonctionnaire, mais ses vice-présidents le sont, ce qui signifie que ceux en dessous de lui peuvent avoir une meilleure connaissance du travail que lui. Comment le gouvernement désigner des PDS sans critères de sélection clairs? Comment pourra-t-il justifier son choix et garantir que la personne a vraiment les compétences requises pour le poste? Selon les députés, l'urgence pour ce régime n'est pas d'instaurer une politique de développement, mais plutôt une politique visant à renforcer son pouvoir. L'amendement de la loi 2014-020, selon les députés, est une manœuvre politique visant à nommer une personne non fonctionnaire en tant que président de la délégation spéciale pour la commune urbaine d'Adananajiv. Cette personne sera chargée de préparer les élections communales à venir. Il en sera de même pour toutes les communes stratégiques à travers l'île. La mise en place d'une délégation spéciale ne concerne que les communes où les postes de maire est officiellement vacant, dûment constaté par la justice. Pour les autres, les maires en place continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'aux élections de leurs successeurs. Le projet de loi numéro 002-2024-PL, qui modifie certains articles du Code pénal malgache, a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une modification notable introduite par ce projet de loi concerne l'ajout de la castration en tant que nouvelle sanction pour le crime de viol sur mineur. Deux types de castration sont envisagés, la castration chimique et la castration chirurgicale, qui seront déterminées en fonction des charges portées contre l'accusé. Les objectifs clés du projet de loi sont les suivants. Améliorer la définition légale du viol, renforcer les sanctions pour les individus reconnus coupables de viol sur mineurs,
introduire la castration comme nouvelle sanction visant à prévenir toute possibilité de récidive, assurer un jugement immédiat pour les cas avec des circonstances aggravantes et mettre en œuvre cette loi sans délai. Il est important de souligner que la peine de castration s'applique uniquement au cas de viol sur mineur. Les députés qui ne sont pas affiliés à l'IRD ont déclaré qu'ils n'avaient aucun problème avec ce projet de loi et qu'ils étaient prêts à le faire adopter. Cependant, ils ont souligné que de nombreux paramètres doivent d'abord être étudiés en ce qui concerne la question du viol, notamment le contexte dans lequel cela se produit et les causes sous-jacentes. Je tiens à souligner que la preuve du viol est souvent difficile à établir à Madagascar en raison du manque de moyens scientifiques. Certaines accusations pourraient n'être que des dénonciations calomnieuses ou des résultats de corruption. De plus, en ce qui concerne la peine de castration, en droit comparé, la castration chimique implique généralement un consentement de la part de l'individu concerné. Il est impératif d'étudier cette question, sinon des problèmes pourraient survenir à l'échelle internationale. Après la prise de parole de quelques députés, ceux issus de la plateforme IRD ont insisté sur l'adoption immédiate de ce projet, arguant que le débat n'était plus nécessaire. Bien que d'autres députés aient tenté de poursuivre la discussion, le projet de loi a finalement été adopté. Aucun développement notable n'est envisageable avec la politique générale de l'État qui a été présentée hier à l'Assemblée nationale, ont déclaré plusieurs députés. Aucun changement significatif n'a été observé par rapport au précédent mandat, que ce soit dans la composition du gouvernement de Christian Tsai ou dans la politique générale que les dirigeants envisagent de mener au cours des 5 prochaines années. Aucun changement significatif dans la situation générale du pays ne semble envisageable. La reconduction du même Premier ministre, qui est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles, suggère l'absence de volonté réelle de changement de la part des dirigeants. Aucun Premier ministre n'a suscité autant de signatures pour une motion de censure dans le pays que celui actuellement en poste. Lorsqu'on examine les projets énoncés dans cette politique générale, on constate qu'il débute avec les 13 Velirano, qui constituaient la vision du président pour son premier mandat en 2019. Comment cela se fait-il que 5 ans plus tard, ces derniers continuent à fonder la politique générale de l'État? En général, cette politique générale de l'État aborde le budget qui sera alloué au développement de chaque région. Le député de Mitsund a souligné qu'il reste encore à attendre des détails concrets concernant la résolution des problèmes des habitants des régions, notamment en ce qui concerne la rénovation des routes, l'amélioration de l'éducation et de la santé. Raha namaky zany aniny programme panjakana amin'ny ankapobeny fampandrosoana zany atsika. Cette politique générale de l'État n'inclut pas la construction de la RN19. Pourtant, cette route est dans un état déplorable et impacte durement les habitants du district de Mitsindzu. Concernant le secteur éducatif, il est impératif de considérer l'expansion des infrastructures, notamment la création d'écoles dans chaque localité. Par ailleurs, il est essentiel d'envisager le recrutement des enseignants femmes en tant que fonctionnaires, car ces derniers constituent une charge financière conséquente pour les parents d'élèves. C'est le budget alloué à chaque région qui a été mentionné dans la PGE. Dia voasoratra ao anatin'ny programme ihany koa zany izay teti-bola zay hoentin'ny région mampandroso any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy. Selon le sociologue et homme politique Zaf Maleo Tidam, l'extrême pauvreté actuelle des Malgaches trouve son origine dans l'échec de la politique de l'État. Le pays est en difficulté en raison de l'incapacité et de la mauvaise gouvernance des dirigeants inhérentes à cette politique générale. Les ressources présentes à Madagascar, ne serait-ce que celles provenant de la mer, sont suffisantes pour répondre à tous les besoins de la population. La persistance de la pauvreté et de la faim suggère, à mon avis, une question de mauvaise gouvernance. Pour moi, la politique se définit par la capacité à assurer la subsistance des êtres humains en gérant efficacement les ressources à disposition. Alors pourquoi, avec tant de richesses offertes par le Créateur, y a-t-il encore des personnes qui meurent de faim à Madagascar? Au cours des 5 dernières années, la mise en œuvre de la politique générale de l'État s'est avérée floue et non palpable.
Par conséquent, le niveau de vie des citoyens a cessé de diminuer. Les mêmes promesses faites en 2019 ont été réitérées. Il n'y a eu ni ajout ni diminution. Cela reflète le fait que les dirigeants ne sont pas réellement prêts et engagés pour le développement, selon les explications. La société Canal 7 Events a été expulsée aujourd'hui des locaux du Plaza à Peflou par les forces de l'ordre. Selon les explications, cette expulsion a été ordonnée à la suite de la résiliation hier du contrat entre la société et le ministère de l'Éducation. Le parti ARB, Ouanzumaj Sirif Baovo, a affirmé que cette expulsion n'est rien d'autre qu'une forme de persécution politique. Anjao Beln, le président du parti, a souligné que cette expulsion reflète la dictature des dirigeants et constitue une forme d'intimidation envers ceux qui se sont engagés dans la lutte pour la restauration de l'état de droit. Nous avons respecté tous les termes du contrat pour l'utilisation de ces locaux, même en cas de manquement éventuel. Des réunions auraient dû être organisées pour en discuter. Cependant, cela ne s'est jamais produit. Il s'agit d'une forme de tyrannie où lorsque vous vous levez pour combattre les injustices dans le pays, on veut vous le faire payer cher. Nous avons approché le ministère en envoyant une lettre, conformément à ce qui est stipulé dans le contrat, indiquant que tout litige doit être résolu à l'amiable. Lorsque les voies amiables sont épuisées, c'est seulement à ce moment-là que de telles extrémités devraient être atteintes. Cependant, le ministère n'a jamais répondu. Après la lettre, nous informons des intentions du MEN. La ministre a démissionné et nous ne savions plus à quel interlocuteur à contacter pour communiquer avec le MEN. En fin de compte, nous avons envoyé une lettre adressée au secrétaire général, mais elle est restée sans réponse. Nous avons sollicité un règlement à l'amiable pour comprendre en quoi consistait notre faute, puisque nous avons respecté tous les termes du contrat. Cependant, les choses ont abouti ainsi. Le président du parti ARB a souligné qu'il n'y a jamais eu d'activité politique dans ce lieu, contrairement à ce qu'affirme le ministère. Se lever pour réclamer la vérité et le respect de la loi ne constitue-t-il pas une action légitime? Se tenir debout pour assumer ses responsabilités face à la situation actuelle du pays est-il considéré comme une faute? Les termes de notre contrat étaient explicites et nulle part il n'était mentionné que nous n'avions pas le droit de mener des activités politiques ici. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Même lorsque je me suis porté candidat à la présidentielle, je n'ai mené aucune activité politique ici, mais plutôt chez moi. Nous avons organisé des formations et le ARB est à la fois un parti et une association créée légalement. C'est la partie associative qui organise des événements ici dans le but d'aider nos compatriotes. Nous menons des informations ici depuis 2 ans et la lettre du MEN n'est arrivée qu'avant la dernière élection. De nombreux éléments des forces de l'ordre et des groupes d'hommes ont ainsi été mobilisés pour évacuer les lieux des biens de la société. Selon le président du parti ARB, cela constitue une preuve tangible que les institutions judiciaires du pays ne sont pas neutres et penchent en faveur d'Anjao Beln. Il a également affirmé que malgré l'intimidation, il ne restera pas inactif car l'incident d'aujourd'hui prouve que la cause dans laquelle il est engagé pour la restauration de l'état de droit dans le pays est justifiée. Une mère de famille employée au Plaza est décédée suite à une augmentation de sa tension artérielle à cause du choc provoqué par cette expulsion. Face au changement climatique, la situation à laquelle Madagascar sera confrontée prochainement pourrait devenir 5 fois plus critique si des mesures pour y faire face ne sont pas entreprises dès maintenant, a averti la sous-secrétaire générale des Nations Unies en séjour à Madagascar. Outre les risques accrus liés aux cyclones qui se sont intensifiés dû au changement climatique, de nombreuses régions de Madagascar font face à la menace de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire. En raison de la sécheresse, 45% de la population dans de nombreux districts du sud de l'île se trouve actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Les Nations Unies expriment leur inquiétude face à la menace sérieuse que représente le changement climatique à Madagascar. Madagascar est vulnérable au phénomène El Niño et il est crucial d'évaluer les actions locales mises en place pour y faire face. Bien que le pays ait déjà pris des mesures à cet égard, il est maintenant impératif de renforcer ses efforts. Nous sommes prêts à contribuer à ces initiatives, car il est essentiel d'agir dès maintenant, avant que les effets d'El Niño ne se fassent durement ressentir.
En ce qui concerne nos recommandations, nous préconisons la prise d'initiatives immédiates pour garantir un impact significatif dans les zones touchées par El Niño. Bien conscients que ces actions nécessitent des ressources financières, nous examinons comment nous pouvons apporter une assistance financière au pays. La sous-secrétaire générale des Nations Unies a effectué une visite de 2 jours dans le district d'Ambosage. L'objectif était d'observer de près les initiatives mises en place à Madagascar pour faire face au changement climatique. Un nouvel outil dans son arsenal, un pas supplémentaire dans ses préparatifs de guerre. Kim Jong-un est en visite aux arsenaux de la ville portuaire de Nampho, à une 60aine de kilomètres au sud de la capitale Pyongyang, pour examiner la construction de nouveaux navires de guerre, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne. Renforcer la force navale est l'enjeu le plus important pour défendre de manière fiable la souveraineté maritime du pays et intensifier les préparatifs de guerre à l'heure actuelle, a déclaré M. Kim. En un peu plus d'une semaine, la Corée du Nord a procédé à 4 tirs de missiles de croisière, dont un tiré depuis un sous-marin sous la supervision du dirigeant nord-coréen. Et Kim Jong-un menace désormais ouvertement la Corée du Sud. Il l'a qualifié de principal ennemi de son pays, ce qui est une première. Il a dissous les agences dédiées à la réunification et au contact avec la Corée du Sud, à laquelle il a brandi la menace d'une guerre si Séoul empiétait ne serait-ce que de 0,001 mm sur son territoire. Et tandis que des élections générales doivent se tenir début avril, le président sud-coréen alerte sur des interférences probables de la Corée du Nord. Nous nous attendons à plusieurs types de provocations destinées à perturber nos élections, comme des incidents à nos frontières, des incursions de drones, des fake news, des cyberattaques et d'autres types de manipulations. Plusieurs experts affirment aussi que ces tirs de missiles seraient des tests de matériel envoyés par la Corée du Nord à la Russie et destinés à la guerre en Ukraine.